Les deux téléphones sonnèrent en même temps. Jérôme Bosch hésita. Regrettable coïncidence, encore qu'assez fréquente. Mais jamais à cette heure-là, jamais à 9h05 du matin, alors qu'on vient d'arriver au bureau et qu'on promène un regard morne sur l'étendue terne et grise du mur. Il connaissait plusieurs solutions au problème. Prendre un des appareils, répondre et laisser l'autre sonner jusqu'à ce que le correspondant se lasse et décide de rappeler 5 minutes plus tard. Ou décrocher l'un des combinés, demander le nom, s'excuser, prendre la seconde ligne, demander le nom, prier de patienter, choisir le nom le plus important, ou plus long, écouter d'abord la femme, s'il y en avait une plutôt que l'homme, les femmes sont en affaires plus concises, ou prendre les deux communications à la fois. Jérôme Bosch saisit les deux combinés. Il porta un des combinés à chacune de ses oreilles. Jérôme, a-t-on déjà appelé? Je suis bien le premier, n'est-ce pas? Répondez-moi. Allô? Qui est à l'appareil? Ce sera un peu loin d'expliquer, la communication risque d'être difficile. Il faut pas. Écoute bien, c'est la chance de ta vie, il faut dire oui. Aucun prétexte. Il faut pas. Ne pas. Il faut pas. Je suis... Mais, qui êtes-vous? Allô? 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 Il raccrocha le combiné de gauche. Il demeura un moment, l'autre téléphone au creux de sa main droite appuyé contre son oreille, écoutant la petite musique triste et mécanique qui chantait sur ces deux notes, bruit et silence, qui, comme une sirène d'absence, gémissait au fond du coquillage de matière moulée. Puis il déposa le combiné de droite sur son socle. Il examina par la fenêtre ouverte le ciel d'étain, où planaient des oiseaux urbains tout maculés de suie, le mur de briques recuites par le temps qui bouchait une bonne partie de son horizon. Puis à l'intérieur, à côté de la fenêtre, le calendrier, qui, en sus du nombre des jours, offrait une reproduction d'un tableau baroque, La visite au rhinocéros. Le rhinocéros, l'air mécontent, tournait le dos à ses visiteurs, afin sans doute de mieux se montrer à l'amateur d'art. C'était la même voix. Mais comment quelqu'un pourrait-il parler à la fois dans deux appareils et surtout dire des mots différents, simultanément, sur deux lignes différentes? Je connais cette voix. Je l'ai déjà entendue quelque part. Il passa en revue les voix de ses amis, les voix des clients, les voix des gens avec lesquels il se trouvait parfois en relation sans qu'ils fussent ses amis ni qu'il essayât de leur vendre quelque chose, des voix de fonctionnaires, de médecins, d'épiciers, toutes les voix que l'on entend au fond de l'écouteur sans être jamais capable de leur adjoindre un visage. Oh, ils le rappelleront. Il se mit au travail. Il devait préparer une lettre, réunir un dossier, rédiger un rapport. Ça suffirait à remplir la matinée. Il se posera avant d'aller déjeuner le difficile problème du choix entre la cantine de l'entreprise et l'un des petits restaurants du quartier. La cantine le déprimait. Il lui rappelait qu'il vivait dans un univers qu'il n'avait pas choisi. Et tant qu'il parvenait à y échapper, ne fût-ce que symboliquement, il conservait l'impression que son séjour n'y serait que provisoire. Un mauvais moment à passer, comme l'école ou le service militaire. Bon, pas si mauvais d'ailleurs. Le travail était intéressant, et ses collègues se montraient intelligents et cultivés. Certains d'entre eux avaient même lu l'un ou l'autre de ses livres. Quelqu'un a voulu me faire une blague. Avec un magnétophone. Il se mit à travailler. La chose curieuse quand il travaillait, c'était qu'il ne pouvait s'empêcher de songer aux histoires qu'il avait envie d'écrire, qu'il devait écrire, et à celles qu'il écrivait péniblement le soir dans son appartement, éclairé d'un bout à l'autre, car il ne supportait pas de rencontrer la nuit quand il passait d'une pièce à l'autre. Et alors, chose non moins curieuse,
Il pensait à son travail de la journée. Il ne parvenait pas à s'empêcher de se faire du souci pour telle affaire. Le document définitif sortirait-il à temps? Détail qui aurait dû s'abolir dans le silence et le laisser tout entier à ses rêves. Un homme, se disait-il, ne peut pas mener de front deux activités complètement différentes. Il finit par développer deux personnalités qui se battent, se déchirent entre elles. Il s'engage sur le chemin bifide de la schizoïdie. Madame Duport? Oui, Bosch. Comment allez-vous? Bien, merci. Voulez-vous m'apporter le dossier Marseille? Merci. Un jour, il écrirait à plein temps. Mais à cette idée, une angoisse soudaine lui coupait le souffle. Serait-il encore capable d'écrire, d'inventer des histoires, d'aligner d'autres mots que ceux des rapports et des lettres? Entrez. La jeune femme était avenante. Elle avait un visage rond et un petit nez pointu. « Qu'est-ce que vous aimeriez faire, pensa-t-il, si vous ne deviez pas tenir à jour des dossiers, taper à la machine? Peindre, coudre, lire, vous promener, multiplier les expériences sentimentales. » Elle vit qu'il réfléchissait et posa le dossier sur le bureau, sans dire un mot, puis s'éclipsa. Il prit le dossier et l'ouvrit. Allô? Allô? Jérôme Bosch? Oui? Je t'ai appelé il y a 2 jours. La transmission était mauvaise. Tu m'entends mieux maintenant? Oui. Mais c'est tout à l'heure, pas il y a 2 jours. Si c'est une blague... Pour moi, c'était il y a 2 jours, et ce n'est pas une blague. J'en ai pourtant l'impression. 2 jours ou tout à l'heure, c'est pas la même chose. Et puis d'abord, pourquoi me tutoyez-vous? J'ai mis 2 jours à retrouver la combinaison, ou plutôt à réunir des conditions favorables. Ce n'est pas si commode de téléphoner d'un temps à un autre. Pardon? D'un temps à un autre. Je préfère te dire la vérité. Je t'appelle de l'avenir. Je suis toi-même, plus vieux de... Enfin, il vaut mieux que tu en saches le moins possible. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, hein. Ce n'est pas une plaisanterie, Jérôme. Je n'avais pas l'intention de te dire la vérité, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Il te faut toujours des explications, des précisions. À toi aussi, puisque tu es moi. J'ai un peu changé. Et comment te portes-tu? Beaucoup mieux que toi. Je fais un boulot qui m'intéresse. J'ai tout le temps d'écrire. Pas mal d'argent. Enfin, au moins de ton point de vue. Une villa à Ibiza et une autre à Acapulco. Une femme et 2 enfants. Je suis très heureux de vivre. Eh bien, félicitations. Tout cela est à toi, bien entendu, ou plutôt sera à toi. Il faut seulement ne pas commettre d'impair. C'est pour cela que je t'ai appelé. Ah oui, je vois. Le coup du journal du lendemain, hein, les cours de la bourse, ou le tiercé de la semaine prochaine, ou... Écoute, à 11h58 ce matin, tu recevras un coup de téléphone. Un homme très important te fera une proposition. Il faut accepter. N'hésite pas à partir le soir même pour l'autre bout du monde. Aie confiance, Jérôme. Une proposition honnête, au moins. Tout à fait honnête. Ce que tu attends depuis des années. Prends-moi au sérieux, bon Dieu. C'est la chance de ta vie. Celle qui ne revient pas. Ce personnage change souvent d'avis. Ne lui en laisse pas le temps. Et pourquoi m'as-tu appelé, puisque tu as réussi? Je ne réussirai que si tu te décides. Tu as tellement l'habitude d'hésiter, de tergiverser. Ah, on m'appelle sur une autre ligne. Je te quitte. Il attendit un moment, écoutant l'autre téléphone qui sonnait, et le temps soudain se dilata. La sonnerie s'étirait sur 1 kilomètre de seconde, et le silence était comme une immense oasis de fraîcheur et de repos. Ibiza, Acapulco, des villas blanches et rouges s'accrochant aux flancs de collines escarpées. Tout le temps d'écrire. Il se souvint du jour où il avait entendu cette voix. Elle sortait du haut-parleur d'un magnétophone. C'était sa propre voix, telle que les autres l'entendaient. Il crut d'abord qu'il n'y avait personne au bout du fil. Il ne percevait qu'un faux silence,
empli de chuintements et d'échos, de grincements mécaniques lointains, comme si la ligne recueillait des sons émis dans une vaste caverne, profondément enfouie sous le sol, pleine de bruits microscopiques, d'infimes ruissellements, de grattements d'insectes, d'éboulements minuscules. Allô? 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 Je vous entends très mal. Il ne faut pas y aller. C'est aucun prétexte. Jérôme, vous m'entendez? Écoutez-moi pour l'amour du ciel. Ne partez pas. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Refusez. Refusez. Plus tard. Êtes-vous malade? Faut-il prévenir quelqu'un? Où êtes-vous? Et qui êtes-vous? Toi. Encore? Mais l'autre voix. Pas partir. Tant pis. Comprenez? Allô? 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 Jérôme Bosch serra l'écouteur contre son oreille. Mais la voix s'en était allée. Elle s'était perdue dans ce labyrinthe de fils qui courait tout autour du monde. Il raccrocha, pensif. Était-ce sa propre voix comme l'autre voix? Il n'en était pas sûr, et pourtant, les deux voix, celle de droite et celle de gauche, avaient un air de famille. Deux moments de l'avenir, pensa-t-il, deux moments différents qui essaient de me joindre. On lui apporta le courrier, il ouvrit les lettres, rien d'important, il jeta les enveloppes au panier, puis il fit sauter la bande du quotidien, tourna rapidement les pages pour atteindre la rubrique économique. Comme presque tous les matins, son regard erra sur la page et se fixa sur la chronique météorologique. Il n'y prenait aucun intérêt particulier, simple affaire de contiguïté. La carte hérissée de symboles attirait le regard. Temps frais et humide sur la région parisienne. Ses yeux sautèrent 2 ou 3 lignes. La perturbation cyclonale des Antilles se déplace vers le nord-est, au-dessus de l'océan Atlantique. Il faut s'attendre à des... Il reporta son attention sur le haut de la page, parcourut en diagonale les cours de la bourse et des principales matières premières. Rien que de très ordinaire. Il replia le journal. L'esprit inquiet. Standard? Vous écoute. Dites-moi, j'ai reçu tout à l'heure 2 coups de téléphone. Savez-vous si mes correspondants ont laissé leur numéro? Quel poste? 413. Vais voir. Ne quittez pas. Vous n'avez encore reçu aucun appel ce matin, monsieur Bosch. Du moins, pas de l'extérieur. Enfin, on m'a appelé 4 fois. Pas de l'extérieur, monsieur Bosch. Est-ce qu'un appel de l'extérieur peut m'atteindre sans passer par le standard? Je ne vois pas comment, monsieur Bosch. Voulez-vous les réclamations? Non. Non, j'ai dû rêver. Il raccrocha et passa une main sur son front moite. C'est une farce. Ils se sont servis d'un des magnétophones des secrétaires et ils n'ont même pas pris la peine de passer par le réseau extérieur. Ils doivent hurler de rire dans un bureau voisin. Il regarda les 2 téléphones comme s'il ne les avait jamais vus. C'était impossible. Les 2 téléphones étaient munis de 2 sonneries distinctes, stridentes pour l'extérieur, ronflantes pour l'intérieur. La confusion était impossible. Il se leva dans un mouvement si brusque qu'il faillit renverser son fauteuil. Le couloir était désert. Il poussa la porte entr'ouverte d'un bureau, puis d'un deuxième, puis du troisième. Ils étaient tous vides, et il n'y avait même pas sur la surface polie des tables une feuille de papier. Il n'y a personne ce matin? Ce sont les vacances. Il ne reste plus que le directeur adjoint, vous et moi. Ah oui, j'avais oublié. Je partirai la semaine prochaine, ne l'oubliez pas. Faudra-t-il prendre une intérimaire? Je ne sais pas. Voyez la direction. Vous auriez besoin de vous reposer, monsieur Bosch. Oui, je partirai bientôt. 2 ou 3 bricoles à terminer. À propos,
Vous avez entendu le téléphone sonner ce matin dans mon bureau? Oui. Pourquoi? Vous n'étiez pas là? Il fallait répondre? Non, j'étais là. J'ai pris les communications. Vous allez où? Dans les Landes. Je vous souhaite du beau temps. Il sortit, tira la porte derrière lui, et il regagna son bureau. Le téléphone de droite s'est mis à sonner. Il regarda sa montre. Elle marquait 11h58. Allô? Monsieur Bosch, un appel de l'étranger. Oui. Allô? Monsieur Bosch? Jérôme Bosch? Lui-même? Oscar Wildenstein, à l'appareil. Je vous appelle des Bahamas. Je viens de finir votre dernier livre, Comme en un long jardin. Très beau. Excellent, mon cher. Tout à fait original. Je vous remercie, monsieur. J'ai lu toute la nuit, pas pu m'en arracher. Je vais en faire un film. Avec Barbara Silver. Vous connaissez, hein? Bien. Je veux vous voir. Que faites-vous en ce moment? Je suis au bureau. Vous pouvez vous libérer. Bien. Vous avez un avion qui part de Orly à 4 heures locale. Attendez. On me dit... 4h30. Mon agent en Europe vous accompagnera à l'aéroport. Inutile d'amener quoi que ce soit. On trouve en assaut tout ce qu'on veut. Eh bien, je voudrais réfléchir. Bien sûr. Je ne peux pas tout vous dire au téléphone. On discutera des détails demain matin au petit déjeuner. Barbara est terriblement excitée à l'idée de faire votre connaissance. Elle va commencer votre livre. Je lui ferai traduire les passages difficiles. Natasha va aussi vous voir, et Sibyl, et Meryl, mais ça, c'est de la figuration, ça. Non, you cannot speak in just now. C'est ça. Et elles sont complètement folles. Elles veulent vous parler tout de suite. Ce n'est pas possible, je leur ai dit d'attendre demain. Harding, ou Hardy, je ne sais plus son nom, enfin, c'est lui qui me représente en Europe, prendra soin de vous. J'ai été charmé de bavarder avec vous. À demain. Domani. Mañana. Au revoir. 6 ou 7 heures du matin. Il a vraiment lu toute la nuit. Un roman inadaptable au cinéma, sauf peut-être par moi. Après tout, je sais mieux que personne ce que j'y ai mis. Mais il a compris que tous ces scénaristes s'y casseraient les dents. Entrez. On vous a appelé pendant que vous étiez en ligne, monsieur Bosch. On m'a passé le correspondant. Eh bien? Je n'ai pas bien entendu. La transmission était terriblement mauvaise. Il devait appeler de loin. Oh, je suis désolée, monsieur Bosch. Et qu'a-t-il dit? Je n'ai compris que 2 ou 3 mots. Il a dit terrible, 2 ou 3 fois, et puis accident ou Occident. Il n'a pas laissé son nom? Non, monsieur Bosch. Et il n'a pas indiqué son numéro. J'espère qu'il rappellera. Oh, j'espère qu'il n'est rien arrivé dans votre famille. Merci, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Je ne connais personne qui aurait pu être victime d'un accident. Non, plus personne. C'était peut-être une erreur. Oui, c'était sûrement une erreur. Je vais déjeuner, monsieur Bosch. Bon appétit. Lorsqu'elle eut refermé la porte, il se demanda s'il allait attendre qu'elle fût de retour pour quitter le bureau. D'habitude, il s'arrangeait pour que quelqu'un soit toujours là pour prendre les communications urgentes, mais c'était les vacances, il n'y aurait pas de communication. À moins que les 2 voix ne rappellent. La véritable question était de savoir ce qu'il allait décider. C'était les vacances, après tout. Il pouvait partir une semaine sans même avoir à donner de raison. Les Bahamas. Peut-être l'agent de Wildenstein ne se manifesterait-il jamais. Peut-être cet appel avait-il été une fantaisie de milliardaire, sitôt achevé, sitôt oublié. Il fixa un moment les téléphones comme s'il s'attendait à ce que les sonneries retentissent une nouvelle fois. Et tandis qu'il parcourait le couloir à la moquette élimée, il tendit l'oreille, presque surpris de n'être pas rappelé par une sonnerie impérieuse. Il se retrouva dans la rue et prit le chemin du petit restaurant basque. Il monta au premier étage, où il savait ne trouver personne en cette saison. Presque 1 heure. Aux Bahamas, il devait être 8 heures. Wildenstein prenait son petit déjeuner, en compagnie de Barbara, Sibyl, Meryl, Natasha, et d'une demi-douzaine de secrétaires,
sous un ciel absolument bleu, à l'ombre de palmes exotiques. Et tout en mangeant, il téléphonait dans toutes les villes du monde, et sa voix mâle, assurée, résonnait partout à la fois. Il parlait en 3 ou 4 langues de tous les livres qu'il avait lus dans la nuit. Jérôme Bosch attaquait la salade de tomates quand la serveuse vint l'avertir. Vous êtes Monsieur Bosch, n'est-ce pas? Oui. Vous demande au téléphone. La personne a dit que vous mangez dans la salle du haut. Le téléphone est en bas, à côté de la caisse. Bon, j'y vais. Allô? J'ai eu du mal à te joindre. Oh, je savais où tu étais, naturellement, mais je ne me souvenais plus du numéro de ce bistrot. Pas facile de trouver un numéro quand on ne connaît ni le nom du patron, ni l'adresse exacte. Alors, Wildenstein a appelé? Oui. À l'heure exacte. Tu vas accepter? Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Mais tu dois accepter, tu dois y aller. Wildenstein est un type extraordinaire, tu feras de grandes choses avec lui. Et le film sera bon? Quel film? L'adaptation de Comme en allant au jardin. Non, il ne se fera jamais. Tu sais comme moi que c'est inadaptable. Tu lui parleras d'une autre idée, il sera emballé. Non, je ne peux pas te dire laquelle. Il faut que ça t'arrive. Et Barbara Silver, comment est-elle? Barbara? Ah, Barbara, tu auras tout le temps, parce que... Non, désolé, je ne peux pas te le dire. Mais enfin, d'où appelles-tu? Je ne peux pas te le dire, ça risquerait de bouleverser un tas de choses. Quelqu'un d'autre m'a appelé ce matin. Quelqu'un qui avait ta voix, ou la mienne, mais cassé, fatigué, je l'entendais à peine. Et il m'a dit de ne pas faire quelque chose, de refuser quelque chose. Peut-être une proposition de Wildenstein. Il appelait de l'avenir? Je ne sais pas. Il a parlé d'un accident. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, juste un mot. Accident. Ne te dégonfle pas. Demande-lui s'il rappelle de quand il téléphone. Quelqu'un essaye peut-être de t'empêcher de réussir. Ça s'imite, les voix. Oui, mais il appelle peut-être de ton avenir. Quelque chose va mal tourner pour toi et il voulait m'avertir. Quelque chose qui a peut-être commencé avec Wildenstein. Impossible, Wildenstein est mort. Oublie ça. De toute façon, tu ne sais pas quand. Et il mourra dans un accident, n'est-ce pas? Oui, dans un accident d'avion. Oh, écoute, tu ne vas pas gâcher ton avenir pour cette histoire. Tu ne risques rien. Je sais ce qui va t'arriver, je l'ai vécu. Je voudrais savoir une chose. Comment peux-tu me parler? Ils ont inventé une machine à voyager dans le temps, dans l'avenir? Ou tu l'as bricolée toi-même? Il existe déjà à ton époque. Je ne sais pas si je dois te le dire, c'est un secret. Personne ne sait au juste comment ça marche, même maintenant. Il faut de la chance, hein, un heureux concours de circonstances. La machine... Eh bien, la machine, c'est le téléphone. Le téléphone? Oh, pas le combiné que tu tiens à la main, mais le réseau. L'ensemble du réseau. C'est la chose la plus compliquée qui a été faite de main d'homme. Pense aux milliards de kilomètres de fils, aux millions d'amplificateurs, à l'enchevêtrement inextricable des centraux. Et tout est interconnecté. De temps en temps, le téléphone relie 2 moments au lieu de relier 2 endroits. Ça deviendra peut-être officiel un jour, enfin, j'en doute, trop de risques. Seuls quelques-uns sont dans le coup. Et comment as-tu fait? Tu auras des amis très intelligents dans l'avenir si tu acceptes la proposition de Wildenstein. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Accepte, c'est tout. Je ne sais pas. Le poulet avait été servi en son absence et il était presque froid. Il ne disposait pas de la machine à voyager dans le temps, mais il avait découvert un nouvel usage du téléphone. Tôt ou tard, se dit Jérôme Bosch, chaque chose dans l'univers trouve un emploi pour lequel elle n'a pas été conçue. Ainsi l'homme. Il y a 1 million d'années, il courait dans la forêt, cueillait des fruits et chassait le gibier avec ses mains nues. Et maintenant,
Il édifie des villes, écrit des poèmes, jette des bombes et téléphone. Ainsi, le téléphone. Il repoussa son assiette, commanda un café, ne but, paya et sortit. Le soleil avait fini par chasser les nuages. Il consulta sa montre. Presque 2h30. Aux Bahamas, Barbara, Natacha, Sibylle et Meryl barbotaient dans une piscine sous les yeux satisfaits de Wildenstein. Il a raison. Je dois accepter. C'est une chance qui ne se représentera plus. La porte du secrétariat était restée ouverte. La secrétaire le guettait. Quelqu'un vous attend dans votre bureau, monsieur Bosch. Ah bon? Je n'avais pas rendez-vous. Qui est venu me voir? Est-ce qu'ils ont réussi à traverser physiquement le temps? Est-ce qu'il ne leur suffit pas de me téléphoner? Un homme qui ne ressemblait pas à Jérôme Bosch attendait assis sur un coin du bureau. Son visage était allongé, ses traits racés. Ses cheveux sombres étaient longs mais soigneusement coupés au ras du col. Il était vêtu d'un complet d'apparence sobre, mais dont le tissu à grands carreaux, le nombre ahurissant de poches, les revers étroits, soulignaient la fantaisie. Il portait une chemise à raies, une cravate à pois, des chaussures noires ornées de motifs compliqués et des chaussettes rouges. À portée de sa main droite, une mallette noire, de cuir luisant. Il faisait anglais de la pointe des cheveux à l'extrémité des ongles. Monsieur Jérôme Bosch. Oui, c'est moi. Je suis très fier de faire votre connaissance. Fred Hardy. Ah, Monsieur Wildenstein m'a téléphoné avant de vous appeler. Il souhaitait que je m'occupe de tous les détails. Voici votre billet d'avion, monsieur Bosch. Voici un visa spécial que vous n'aurez qu'à glisser dans votre passeport. Et ce portefeuille contient 100 livres en traveler's checks au porteur. Je pensais que cela vous suffirait pour le voyage. Monsieur Wildenstein vous défraiera lui-même là-bas. Vous n'aurez à vous occuper de rien. Ah, Monsieur Wildenstein ne se trouve probablement pas à Nassau, mais quelqu'un vous attendra à l'aéroport et vous conduira dans l'île de Monsieur Wildenstein. Oui, mais je n'ai pas encore accepté. Vous êtes libre, Monsieur Bosch. J'ai préparé tout ceci dans l'hypothèse d'une réponse favorable. Vous avez fait vite. Vous habitez Paris? J'arrive de Londres, Monsieur Bosch. Monsieur Wildenstein aime l'efficacité. Il m'a recommandé de vous accompagner moi-même à l'aéroport. Ah, excusez-moi. Je vous attends dans le couloir, Monsieur Bosch. Le taxi est en bas. Nous avons largement le temps. Allô? Allô? De quand appelez-vous? Il attira à lui le billet d'avion et le feuilleta. Un billet aller Paris-Nassau via New York et Miami. Un billet retour. Hardy avait bien fait les choses. Ce n'était pas une souricière, quoi qu'il arrivât. Il pourrait rentrer. C'était un billet de première classe. Sur le coin supérieur gauche de la couverture, on avait appliqué un tampon, VIP. Et quelqu'un avait rajouté à la main FMWDS. Very important person. From Wildenstein. De la part de Wildenstein. Allô? Il ouvrit un tiroir de son bureau, le seul fermé à clé, et souleva des papiers officiels. Il atteignit son passeport, tache bleue, l'attira à lui d'une main, l'ouvrit. Une photo vieille de 3 ou 4 ans. Il était presque beau en ce temps-là. Plus maigre, l'œil vif. Allô? Il réunit dans sa main droite le passeport, le billet, le visa, le portefeuille et la lettre. Il ouvrit un grand tiroir et se dépêcha de sa main libre d'y engouffrer les formulaires, le dossier, les crayons à billes et la boîte qui contenait les trombones. Au bout du couloir, Hardy attendait en souriant, pas même appuyé contre le mur, tenant la mallette par la poignée à 2 mains,
nonchalamment. Jérôme Bosch frappa et poussa la porte du secrétariat. Je dois partir pour quelques jours. Ce monsieur... C'était un accident, n'est-ce pas? Ah non, pas un accident, non, au contraire, une affaire personnelle. Je serai absent quelques jours. Il vaudrait mieux prendre une intérimaire pour répondre au téléphone. Bon voyage, monsieur Bosch. Si quelqu'un m'appelle, dites que je suis en vacances. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ce monsieur qui est dans... Ne vous inquiétez pas. Bon voyage, monsieur Bosch. Et maintenant, baron, où allons-nous? À Orly. Les boulevards étaient presque déserts. Les feux devant eux passaient au vert comme si le chauffeur du taxi les télécommandait. Il ne manquait à la voiture qu'un petit fanion et une sirène. Non, une sirène aurait déchiré ce silence ouaté. La véritable puissance se mesure à la discrétion. Ni bruit, ni bagage. L'invisibilité, un nom pour seul passeport. La radio se mit à bourdonner. C'était un vieux modèle avec une sorte de combiné téléphonique. J'écoute. C'est moi, monsieur Bosch. C'est vous, Bosch? Oui, c'est moi. C'est pas régulier. Mais quelqu'un veut vous parler. Ah, faut que ça soit important, parce que ça, vous comprenez, c'est un taxi. C'est pas une cabine téléphonique. Allô? Jérôme, réussi à vous joindre. Difficile. Ne partez pas, pour l'amour du ciel. Il va y avoir... De quand, appelez-vous? Pourquoi difficile, de demain, d'après, je ne sais pas. Pourquoi ne dois-je pas? Accident! Qui est à l'appareil? Mais c'est toi, j'ai déjà... Alors pourquoi me vous voyez-vous? Je suis si loin... Vous êtes malade? Non, pas ça. Pire, c'est terrible. Il ne faut pas... J'attends. Il ne faut pas quoi? Il ne faut pas partir. Jérôme Bosch resta un moment prostré, penché en avant sur le dossier. De la sueur coulait sur son front. Le combiné s'échappa de ses doigts, rebondit sur le coussin, puis se mit à osciller au bout de son fil, heurtant le genou du chauffeur. C'est terminé? Je crois. Tant mieux. Semblez nerveux, monsieur Bosch. L'air de Nassau vous fera du bien. L'agitation des grandes villes use les nerfs. Voilà Orly. Départ ou arrivée? Départ, hein? Vous avez tout le temps d'acheter des journaux, monsieur Bosch. Ou un livre. Vous avez 10 heures de vol jusqu'à Nassau, avec les escales. Je peux encore refuser. Remercier. Attendre avec lui son avion pour Londres, promettre de partir demain, prétexter un oubli. De quand m'appelait-il? Comment aurait-il pu m'appeler depuis demain? Je ne saurais pas plus qu'aujourd'hui comment téléphoner à travers le temps. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps de prendre un manteau. Inutile. Un assaut, vous n'en aurez pas besoin. Il vous faudra plutôt un costume léger. Vous avez les meilleures maisons de Londres à Nassau. Jérôme Bosch se laissa distraire par l'approche d'une jeune femme tirée à 2 exemplaires. 2 jumelles. De longs cheveux de miel encadraient 2 visages, un peu fades mais d'une exquise fraîcheur. Elles portaient chacune un petit sac de cuir rouge en bandoulière. Tiens, elles font du cinéma. La machine à inventer des histoires se mit doucement en marche. Un homme amoureux d'une des 2, n'importe laquelle, et qui se demande laquelle choisir, A ou B. Il choisit A. Rapidement, elle révèle son caractère acariâtre. Il comprend qu'il aurait dû épouser B, qui est douce et affectueuse et qu'il aime en silence. Que faire? Divorcer et épouser B. Elle ne marchera jamais, elle aime trop sa sœur. Il découvre une méthode pour téléphoner à travers le temps, se téléphone à lui-même. « Épouse B », crie-t-il à son passé indécis. Que fera le passé? Et si B se révèle acariâtre à l'usage? Les sœurs Berthold. Elles prétendent qu'elles sont suédoises, mais en réalité elles sont autrichiennes et peut-être même yougoslaves.
Monsieur Wildenstein avait envisagé de les utiliser, mais elles ne savent pas jouer. Pas la moindre présence. À Hollywood, on prétendait qu'elles n'avaient qu'une ombre pour elles deux. Vous rencontrez toujours les mêmes personnes dans les aéroports? On tombe quelquefois sur des têtes connues, surtout sur Paris-New York, une vraie ligne de banlieue. N'est-ce pas dangereux de voyager en avion? Mais certainement, Monsieur Bosch, mais moins qu'en voiture. Il y a des statistiques. Je prends l'avion 3 fois par semaine. Et Monsieur Wildenstein fait partie du club des millionnaires. Cela veut dire qu'il a couvert plus d'1 million de kilomètres en avion. Jamais un seul accident. Vous n'avez jamais pris l'avion? Oh, si. Je suis allé à Londres 2 ou 3 fois, et à Tunis, à New York, en Allemagne aussi. À Nice. Le temps est splendide, Monsieur Bosch. Vous ferez un excellent vol. Ah, regardez, votre avion vient d'être annoncé. Vol 713 BOAC, Paris, New York, Miami, Nassau. Salle 23. Tiens, le vôtre aussi. Paris-Londres, 17h, Air France, vol A, salle 57, vol B, salle 58. Tiens, il est dédoublé. Lequel allez-vous prendre? Oh, c'est sans importance. S'il ne reste plus de place dans le A, ils me mettront dans le B. Ils arrivent en même temps, je pense. Mais si l'avion B a un accident, ne faudrait-il pas insister pour prendre l'avion A? Monsieur Jérôme Les chances sont-elles mathématiquement égales? Oh, comment choisir? On vous demande. Qui? L'hôtesse? Moi? Monsieur Wildenstein, peut-être. Monsieur Jérôme Bosch est prié de se présenter au bureau d'accueil. Il s'accrocha au comptoir comme s'il se noyait. Il avait compris. Il comprenait. Il croyait tout. Je suis Jérôme Bosch. On vient de m'appeler. Bien sûr, Monsieur Bosch. Un appel téléphonique cabine 3. Non, par ici, sur votre gauche. Allô? Je ne veux pas partir. Tu ne peux pas flancher maintenant. L'autre. Il ne téléphone pas de ton avenir, il appelle d'un autre avenir. Il a pris l'avion, il a eu un accident. Et si je ne pars pas, tu n'existeras pas. C'est pour ça que tu insistes, hein? Et alors? Je suis toi, n'est-ce pas? Ibiza, Acapulco, tout le temps d'écrire. Et Barbara. Ah, bon Dieu, je ne devrais pas te le dire, mais tu vas épouser Barbara. Tu l'aimes? Je ne la connais pas encore. Tu vas la rencontrer, elle sera folle de toi. Pas tout de suite. Elle jouera tous tes films. Ah, laisse-moi le temps de réfléchir. Quelle heure est-il? 4h10. Tu dois monter dans l'avion. Et l'autre a eu un accident. Bon, admettons, tu peux courir un risque, non? Il y a 99 chances sur 100 pour que tu arrives à bon port. Plus que ça, 900. Pourquoi devrais-je te croire et pas l'autre? Même s'il n'y avait qu'une chance sur 2, tu ne peux pas laisser tomber. Tu ne vas pas passer ta vie dans un bureau, non? Ben non. Dépêche-toi, tu vas manquer l'avion. Allô? Allô? Il est temps. Je vous ai acheté une serviette, une pipe d'écume, 3 paquets de tabac, des quotidiens et le dernier Fiction. Cette revue française où vous publiez vos nouvelles, n'est-ce pas? Une brosse à dents, un flacon de whisky. Dites à M. Wildenstein que tout va bien à Londres, M. Bosch, et je lui téléphonerai demain. J'aurais aimé vous accompagner, mais le bureau m'attend à Londres. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Bon voyage, M. Bosch. Jérôme Bosch est presque seul dans le car qui emmène les passagers de première classe. Le car roule lentement, suit un itinéraire compliqué sur une immense surface de béton lisse que rien ne paraît baliser. Il pense qu'on ne peut plus l'atteindre au téléphone. Il pense que personne n'essaiera plus d'influer sur sa conduite car cela n'a plus d'importance. Il descend du car. Il hésite en entrant dans la cabine de première classe. Il attache sa ceinture sous l'œil vigilant de l'hôtesse. Il la voit se diriger vers le poste de pilotage, y disparaître, revenir, décrocher le micro. Il l'entend en 3 langues souhaiter la bienvenue, recommander l'extinction des cigarettes et la vérification des ceintures. L'appareil roule. Il semble à Jérôme Bosch qu'il distingue derrière la porte lointaine du salon d'attente la haute silhouette élégante de Fred Hardy. L'avion s'immobilise. L'univers se rue en avant et colle Jérôme Bosch à son dossier. L'appareil a quitté le sol. Un choc double et les roues sont rentrées dans la maison.
Jérôme Bosch se détend. Il n'arrivera à rien. On lui tend un journal, celui du matin, et machinalement, il ouvre à la page économique et ses yeux se portent sur la petite carte météorologique. Il ouvre la serviette, cherche et trouve la pipe, l'examine, qualité supérieure, laboure, l'allume. Il vole au-dessus des nuages. Il se demande si des civilisations éphémères et minuscules se développent dans les replis de ces montagnes de brume. Il croit être en train d'oublier le téléphone. Il fait fonctionner son fauteuil. Il s'interroge sur les probabilités respectives de ces deux avenirs. Il lui sent, mais il n'en est pas certain, que la voie de gauche, la voie ferme, assurée, Ibiza, Acapulco et Barbara, n'a pas cessé de s'éloigner, de devenir moins nette de conversation en conversation. Et l'autre, plus présente. Question de ligne téléphonique. On lui apporte à manger, on lui sert du champagne. Il redemande du champagne, il boit un café. Il dort. Lorsqu'il se réveille, mais quelle heure est-il? L'avion vole au-dessus de la mer dans un ciel parfaitement dégagé. Jérôme Bosch n'a pas rêvé, ou ne peut pas se souvenir de ses rêves. Il comprend enfin que l'hôtesse s'adresse à lui. Elle lui tend un morceau de papier bleu, plié de façon compliquée, comme un télégramme. Un appel pour vous, monsieur Bosch. Le radio s'excuse, mais il n'a compris que quelques mots. Il y a de l'électricité statique dans l'air. Il a demandé confirmation, mais sans succès. Il déplie le papier et lit 2 mots seulement, griffonnés au crayon à billes. À bientôt. Hildenstein. Pas sûr. S'il vous plaît, mademoiselle, pouvez-vous demander à quoi ressemblait la voix? Je vais voir. Monsieur Bosch, le radio ne sait pas très bien comment décrire une voix. Il vous prie de l'excuser. Il dit qu'elle paraissait très proche, que la communication était très puissante et qu'il ne croit pas, malgré les parasites, qu'on ait voulu dire quelque chose de plus. Il a redemandé confirmation. Bien, je vous remercie. Une seconde d'attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous allons traverser une zone de perturbation. Veuillez attacher vos ceintures et éteindre vos cigarettes. Ladies and gentlemen, your attention... Jérôme Bosch ne l'écoute plus. Il regarde par le hublot. Au fond du ciel, autrement pur, une petite tache nuageuse, presque noire, surmontée d'un intense bouillonnement sombre, et vers laquelle l'avion se précipite. Noir, 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 comme un œil.